Ma main s'est figée sur la poignée de porte quand j'ai entendu la voix de mon père venant de son bureau. Je n'étais pas censée être là. J'étais venue déposer des échantillons de faire-part de mariage. Je comptais les laisser sur le comptoir de la cuisine et retourner au travail. Mais quelque chose dans son ton m'a arrêté net. 75 000 $, Alex. Plus le poste de vice-président que je t'ai promis. C'est plus que généreux. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Alex. Mon Alex. Mon petit ami depuis 3 ans. L'homme que je comptais épouser dans 6 mois. Je sais que c'est beaucoup demandé, a poursuivi mon père, sa voix baissant. Mais Jessica en a besoin. Après le divorce, elle a du mal à s'en sortir. Elle a besoin de quelqu'un de stable, de pragmatique. Vous deux seriez parfaits ensemble. Jessica, ma cousine, la fille chérie, celle qui était irréprochable aux yeux de mon père. Je me suis plaqué contre le mur, le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre au téléphone. Emma finira par comprendre, a dit papa. Elle a toujours été compréhensive. Trop gentille, en fait. Voilà pourquoi je fais ça. Toi et Jessica, vous êtes toutes les deux ambitieuses. Vous vous comprenez, Emma. Elle va s'en sortir. Elle retombe toujours sur ses pattes. Ces mots m'ont frappé comme des coups. Trop doux. Elle va s'en sortir, comme si j'étais un personnage secondaire de ma propre histoire. Donne-toi 2 semaines, a dit mon père. Romps en douceur avec Emma. Fais en sorte que ça paraisse naturel. Je ferai virer l'argent sur ton compte et tu pourras commencer au cabinet dès le lendemain de votre rupture. Jessica n'est pas au courant de cet arrangement, elle n'a pas à être là uniquement pour elle. Courtise-la comme il faut. Elle est vulnérable en ce moment. Je n'ai pas attendu d'en savoir plus. Je me suis éloignée de la porte, j'ai pris mon sac et je suis sortie de cette maison aussi discrètement que j'y étais entrée. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le volant. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la conversation avec Alex, remonté la conversation et je l'ai vue. Elle datait d'il y a une semaine. Un message d'un numéro inconnu qu'Alex avait oublié d'effacer de notre iPad. Marché conclu. Mais laisse-moi le temps de régler ça en douceur. 2 semaines, max, répondit-il. Malin. Bienvenue dans l'entreprise familiale. 2 semaines. Il préparait ça depuis 1 semaine déjà. Combien de temps encore avant qu'il me brise le cœur avec une excuse bidon? Combien de temps avant que je découvre qu'il sortait avec Jessica et que je sois censée sourire et me réjouir pour eux? Parce que c'est ce que fait Emma. Emma comprend. Emma est douce. Je suis restée assise dans cette voiture, dans l'allée de mon père, pendant 20 minutes, à pleurer à chaudes larmes, à peine capable de respirer. Pas seulement parce qu'Alex ne m'aimait pas assez pour refuser de l'argent. Pas seulement parce que mon père me méprisait au point de vouloir acheter mon petit ami pour sa précieuse Jessica, mais parce qu'au fond de moi, j'avais toujours su que j'étais la 2e meilleure par rapport à ma cousine. Et j'avais passé 29 ans à faire semblant que ça ne me faisait pas mal. Jessica, c'était la femme qui réussissait. L'avocate, la grande maison, la vie parfaite, jusqu'à ce que son mari la trompe et qu'elle ne soit plus parfaite. Jessica avait besoin d'être sauvée, et j'étais le sacrifice acceptable. Je suis rentrée chez moi en quelques jours. L'appartement que je partageais avec Alex me semblait soudain un territoire hostile. Sa veste était sur le porte-manteau, sa tasse de café dans l'évier. 3 ans à construire une vie ensemble, et il était prêt à tout plaquer pour 75 000 $ et une promotion. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là à son retour. Je n'ai pas crié ni jeté ses affaires par la fenêtre. J'ai fait quelque chose qui m'a moi-même surprise. J'ai commencé à préparer l'offre d'emploi de Toronto. Je l'avais reçue 2 mois plus tôt. Un poste de responsable marketing senior dans une entreprise technologique. Je l'avais refusé parce qu'Alex et moi organisions notre mariage et qu'il avait dit ne pas pouvoir quitter son travail. Mon père avait dit qu'il était irresponsable de déménager si loin de la famille. Alors j'étais restée. Mais maintenant, plus rien ne me retenait. Je les ai appelés le lendemain matin. Le poste était toujours vacant. Ils seraient ravis que je commence dans 3 semaines. J'ai dit oui. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai observé Alex. Je l'ai vu faire comme si de rien n'était pendant qu'il préparait son départ. Il m'a apporté des fleurs le vendredi, m'a emmené dans mon restaurant préféré le mercredi, et me serrait dans ses bras le soir en comptant les jours avant son départ.
J'ai joué le jeu parce que j'avais besoin de temps pour faire mes valises, annoncer mon départ à mon patron, trouver un appartement à Toronto sans l'avoir visité, et aussi parce qu'une petite voix en moi espérait qu'il change d'avis, qu'il me choisirait plutôt que l'argent. Il ne l'a pas fait. Le 13e jour, je suis rentrée du travail plus tôt que prévu. Toutes mes affaires étaient déjà dans des cartons, entreposés dans un garde-meuble. J'avais démissionné le matin même. Mon vol pour Toronto était prévu à 6 heures le lendemain matin. J'ai trouvé Alex dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone. Il était sans doute en train d'envoyer des SMS à mon père pour lui expliquer le déroulement des choses. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit en raccrochant. Son visage s'est crispé en une expression de regret. Un regret fin, mais travaillé. Je ne l'ai pas laissé terminer son discours préparé. « Je m'en vais », dis-je simplement. J'ai retiré ma bague de fiançailles, celle qui avait appartenu à sa grand-mère, et je l'ai posée sur la table basse. Je suis déjà au courant pour l'argent. J'espère que les 75 000 et le poste de vice-président te feront plaisir. Son visage s'est décomposé. Emma, je peux t'expliquer. Non. J'ai pris mon sac à main, la seule chose que j'emportais de cet appartement. Je ne veux pas d'explication. C'est fini. Où vas-tu? Quelque part où tu ne vas pas. Je suis sortie, le laissant là, bouche bée, probablement soulagé de ne pas avoir à prononcer son discours de rupture, probablement déjà en train de calculer quand il pourrait commencer à sortir avec Jessica sans éveiller les soupçons. J'ai laissé une autre chose derrière moi, une lettre à ma mère, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vue. Je ne pouvais pas l'affronter en personne. Je ne pouvais pas supporter qu'elle essaie de me convaincre de rester, de comprendre, d'être douce. Alors, je lui ai tout écrit, l'appel téléphonique, le SMS, l'accord et ma décision de partir. Je lui ai demandé de ne dire à personne où j'allais. Je lui ai demandé de me laisser partir. Le lendemain matin, dans l'avion pour Toronto, j'ai pleuré cette relation qui n'avait jamais été aussi solide que je l'avais cru. Ce père qui m'avait si peu valorisé. Cette version de moi-même, si désireuse de plaire, si désespérée d'être choisie, au point d'ignorer tous les signaux d'alarme. Mais quelque part au-dessus du Midwest, les larmes ont cessé. Et la colère a commencé à monter en moi. Pas cette colère brûlante et destructrice. Une colère froide et concentrée, celle qui bâtit des empires. J'allais leur montrer ce que la faiblesse pouvait engendrer. Toronto m'a accueilli sous une pluie verglaçante, dans un minuscule appartement d'un quartier dont j'ignorais le nom. C'était en mars 2020, et le monde était sur le point de s'arrêter. Mon timing, comme toujours, était impeccable. La pandémie a frappé 2 semaines après mon début de travail. Nous sommes tous passés au télétravail et soudain, je me suis retrouvée seule dans une ville inconnue, sans pouvoir aller nulle part, sans rien d'autre à faire que travailler et réfléchir. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, comme une noyée agrippée à une bouée de sauvetage. 70 heures par semaine. J'ai appris tous les aspects de notre stratégie marketing, mémorisé les analyses de la concurrence, me suis porté volontaire pour tous les projets dont personne d'autre ne voulait. Quand l'entreprise a dû réduire ses effectifs, je suis devenue indispensable. En juin, j'ai été promue responsable marketing senior. En octobre, j'ai lancé une campagne qui a augmenté l'engagement client de 200%. Mon patron m'a qualifié de leader né. Mon équipe m'a qualifié de dévoué. J'appelais ma thérapeute tous les jeudis à 15 heures. Car la vérité, c'est que travailler m'évitait le vrai travail. Le travail difficile de découvrir qui j'étais sans que personne ne me dise que je n'étais pas à la hauteur. Ma thérapeute, le docteur Sarah, a été patiente avec moi pendant que je déballais 29 ans de toujours être la 2e meilleure. L'opinion de ton père sur toi n'est pas la vérité, me disait-elle. C'est son échec, pas le tien. Je ne l'ai pas cru au début, mais petit à petit, séance après séance, j'ai commencé à comprendre. Le schéma, comment je m'étais plié en 4 pour correspondre aux attentes des autres. Comment je m'étais excusée de prendre de la place. Comment j'avais cru que l'amour devait se mériter en étant parfaite, compréhensive, douce. Ma mère et moi parlions tous les dimanches. Elle avait quitté mon père. Elle me l'a dit 6 mois après mon départ, quand je suis allée vivre chez sa sœur. Elle ne pouvait pas rester avec un homme qui faisait ça à sa propre fille. Elle était fière de moi d'être partie. Elle disait qu'elle aurait dû partir plus tôt. Je ne leur ai rien demandé, ni à Jessica ni à Alex. Je ne voulais pas savoir.
Je les avais bloqués partout. J'avais bloqué mon père aussi. Je m'étais effacée de ma vie d'avant. Mais ma mère me l'a quand même dit. 8 mois plus tard, ils s'étaient mariés. Une petite cérémonie à la mairie. Elle avait vu les photos sur Facebook. Jessica avait l'air heureuse. Alex était resté lui-même. Ça m'a fait moins mal que je ne l'aurais cru. Comme prévu. Comme appuyé sur un bleu qui avait jauni. En 2021, le monde a commencé à se rouvrir. J'ai commencé à m'ouvrir aussi. Je me suis inscrite à un cours de yoga. Je me suis liée d'amitié avec une femme nommée Rachel qui travaillait dans la finance. J'ai commencé à participer à des événements de réseautage. J'ai retrouvé le plaisir de rire. En mars 2021, j'ai été promue directrice marketing. Mon salaire a triplé par rapport à mon ancien poste. J'ai déménagé dans un appartement plus agréable avec vue sur le lac Ontario. J'ai pris des cours de français parce que je le pouvais, parce que j'en avais envie, parce que personne ne me disait que c'était inutile. J'ai commencé à publier sur LinkedIn. Des contenus professionnels, des succès de campagne, des analyses du secteur. Mon profil s'est étoffé. Des recruteurs ont commencé à me contacter. Je n'ai jamais rien publié sur ma vie personnelle. Je n'ai jamais mentionné d'où je venais ni pourquoi j'étais partie. Mais je savais que les gens de mon ancienne vie pouvaient me voir s'ils cherchaient. Qu'ils pouvaient voir que je m'épanouissais. J'espérais que mon père me voyait. J'espérais que cela le dérangeait. En novembre 2024, j'ai rencontré David. Je ne cherchais pas. Après Alex, j'ai décidé qu'il valait mieux être seul, plus en sécurité. Mais un jour, je suis allée à une conférence de fondateurs de start-up et je l'ai vu, près du café, l'air aussi perdu que moi. Première fois, ai-je demandé. Il a souri. C'était si évident. Nous avons passé toute la conférence ensemble à parler de tout sauf du travail. Il m'a parlé de sa start-up, un outil de gestion de projet qu'il avait créé de A à Z. Je lui ai parlé de mon déménagement à Toronto, de tout quitter pour un nouveau départ. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Il n'a pas insisté. Notre relation a pris son temps, avec précaution. Nous avions tous les deux souffert, même s'il ignorait les détails de mon histoire et que j'ignorais la sienne. Nous avons construit quelque chose de solide, de concret. En mars 2022, ma société a été rachetée par un grand groupe technologique. On m'a proposé le poste de vice-présidente marketing. J'avais 31 ans, je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais osé espérer. Je dirigeais une équipe de 15 personnes et je sortais avec quelqu'un qui me trouvait extraordinaire tel que j'étais. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle a pleuré de joie. « Ton frère se marie », dit-elle cet été, une fois calmée. « Il m'a appelé pour savoir si je pensais que tu viendrais. » Mon frère Michael, le cadet, celui qui a toujours gardé sa neutralité dans les drames familiaux. Il m'a envoyé quelques textos ces dernières années pour prendre de mes nouvelles. Sans jamais prendre parti. Je ne sais pas. Je lui ai dit qu'il tenait vraiment à ce que tu sois là. Il a répondu que la vie de ton père lui importait peu. Tu es sa sœur. J'y ai réfléchi pendant une semaine. David m'a écouté réfléchir à voix haute, sans jamais me dire quoi faire. Ils seront là, ai-je dit. Mon père, Jessica, Alex, ça fait 3 ans, mais je ne sais pas si je suis prête à les revoir. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi d'y aller? Demanda David. Que j'ai tourné la page. Qu'ils n'ont plus d'emprise sur moi. Et toi, as-tu tourné la page? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Oui, ai-je dit. Je crois que oui. J'ai appelé Michael. Je viendrai au mariage avec mon petit ami. Dieu merci, avait dit Michael. Maman va être si heureuse. Et Emma, papa sera là aussi, mais tu n'es pas obligé de lui parler si tu ne veux pas. Je te soutiens. Le mariage avait lieu en juillet, dans la ville que j'avais quittée. J'ai pris l'avion avec David 2 jours avant. Ma mère nous attendait à l'aéroport, et lorsqu'elle m'a serré dans ses bras, j'ai réalisé à quel point elle m'avait manqué. Tu es magnifique, m'a-t-elle dit en me tenant à bout de bras. Heureuse. Je suis heureuse, ai-je répondu, sincèrement. David a charmé ma mère pendant le dîner. Elle n'arrêtait pas de me regarder avec un doux sourire, comme si elle voyait enfin rentrer saine et sauve quelqu'un qui l'inquiétait. Le mariage de Michael se déroulait dans un country club où j'étais allée des centaines de fois pendant mon enfance. Le dîner de répétition était la veille et j'avais le trac en y allant.
On peut partir quand tu veux, a dit David en me serrant la main. Le dîner se déroulait dans une salle privée. J'ai aperçu Michael en premier. Il s'est illuminé en me voyant et m'a serré fort dans ses bras. « Tu es là », a-t-il dit. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Puis j'ai vu ma mère discuter avec les parents de la mariée. Elle m'a fait signe de la rejoindre et j'ai rencontré Sarah, la fiancée de Michael. Elle était charmante, gentille, tout ce que mon frère méritait. Je l'ai senti avant même de le voir. Cette sensation étrange dans la nuque. Je me suis retournée et j'ai vu mon père, plus âgé, les cheveux grisonnants, debout seul près du bar. Il me fixait d'un regard indéchiffrable. J'ai levé le menton et détourné les yeux. Puis je les ai vus, Jessica et Alex, assis ensemble à une table dans un coin, mais bien à distance l'un de l'autre, sans se toucher. Jessica paraissait maigre, fatiguée. Alex semblait agir machinalement. Jessica m'a vu et s'est figée. Alex a suivi son regard. Son visage a pâli. J'ai souri, levé légèrement mon verre de vin en guise de salutation et me suis retourné vers David. « Ça va ?» a-t-il murmuré. « Parfaitement », ai-je répondu. Et c'était vrai. Le dîner s'est déroulé sans encombre. Un tourbillon de conversations anodines et de retrouvailles avec des proches que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde voulait des nouvelles de Toronto, de mon travail, de David. Je suis restée légère, professionnelle et joyeuse. Mon père ne m'a pas abordée. Ni Jessica, ni Alex, mais je les ai surpris à me regarder. J'ai surpris le regard de Jessica sur ma robe, mes cheveux, mon rire assuré. J'ai surpris Alex à fixer David avec une expression qui ressemblait à du regret. J'ai surpris mon père à me regarder avec une expression que j'ai enfin comprise. La honte. Le jour du mariage était magnifique. Le soleil de juillet, les jardins en fleurs, tout était parfait. Je portais une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture. David portait un costume qui lui donnait des allures de star de cinéma. Nous avons pris place du côté de la mariée. Ma mère était assise à côté de moi, me tenant la main. La cérémonie était charmante. Michael et Sarah ont prononcé leurs vœux, et ils étaient sincères. J'ai versé des larmes de joie pour mon petit frère qui avait trouvé le véritable amour. À la réception, j'ai dansé avec David, j'ai dansé avec Michael, j'ai dansé avec ma mère. J'ai ri, j'ai fait la fête et j'ai savouré chaque instant. Je n'ai pas dansé avec mon père m'a quand même trouvé, profitant d'un moment de calme où j'étais sortie prendre l'air. « Emma », dis-je en me retournant. Il paraissait vieux, debout là, dans son costume de marque, un verre de whisky à la main. « Papa, tu as bonne mine. »« Je vais bien. J'ai entendu parler de ta promotion, vice-présidente. »« C'est impressionnant. »« Merci. » Un silence gênant s'installa. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. « Je te dois des excuses, » finit-il par dire. « Ce que j'ai fait avec Alex et l'argent, c'était mal. Je pensais aider Jessica, mais je n'aurais jamais dû te faire de mal. »« Tu as raison, » dis-je. « Tu n'aurais pas dû. Peux-tu me pardonner ?» Je le regardais. Vraiment ? Je le regardais. Cet homme qui avait tant contribué à ma souffrance, qui m'avait si longtemps rabaissé. « Je t'ai déjà pardonné, » dis-je, car garder rancune ne faisait que me blesser. Mais pardonner ne signifie pas oublier, et cela ne signifie pas te redonner accès à ma vie. Son visage s'assombrit. « Emma, je suis ton père. Tu étais mon père quand tu as décidé que je n'étais rien. Quand tu pensais que Jessica avait plus besoin de quelqu'un que moi pour être heureuse. Quand tu me voyais comme trop fragile pour compter. Enfin, tu ne l'as jamais dit. Si, tu l'as dit. Je t'ai entendu. Cet appel où tu as vendu mon petit ami à ma cousine comme si je n'étais rien. J'ai tout entendu. » Il devint livide. « Tu as entendu ça ? Chaque mot. Emma, j'ai eu tort. Jessica et Alex sont malheureux. Déjà divorcés. Toute cette histoire a été un désastre. J'ai gâché 3 vies ce jour-là. »« Non, » dis-je doucement. « Tu n'as pas gâché la mienne. Tu l'as libérée. » Derrière moi, la porte s'ouvrit. David entra. Un regard interrogateur dans ses yeux. « Tout va bien. »« Parfait, » répondis-je. Je me retournai vers mon père. « Voici David, mon fiancé. »
Les sourcils de mon père se levèrent. Fiancé. David vint se placer à mes côtés, sa main chaude posée sur le bas de mon dos. Il m'avait fait sa demande cet après-midi même, dans notre chambre d'hôtel, avec une bague qu'il portait sur lui depuis un mois, attendant le bon moment. Félicitations, dit mon père d'un ton sec. Merci, répondit poliment David. Ton frère va couper le gâteau. Il veut que tu sois là. J'arrive tout de suite. David m'embrassa la joue et rentra, nous laissant seuls. Il a l'air bien, dit mon père. Il l'est. Il est gentil et honnête, et il me trouve extraordinaire tel que je suis. Il n'accepterait jamais d'argent pour me quitter, et je ne serais jamais avec quelqu'un qui le ferait. Mon père tressaillit. J'espère que toi et maman pourrez arranger les choses, dis-je. J'espère que tu apprendras à voir la valeur des gens plutôt que leur utilité. Mais de toute façon, j'en ai fini d'être une personne que tu peux sacrifier pour ta fille préférée. J'ai tout ce qu'il me faut, et rien ne vient de toi. Je suis retournée à la réception, le laissant planté là dans le jardin. À l'intérieur, Michael coupait le gâteau avec Sarah, tous deux riant aux éclats. Ma mère a croisé mon regard et m'a souri. David m'attendait à notre table, la main tendue. Je l'ai prise. Jessica m'a abordée plus tard, après que j'ai bu 2 coupes de champagne et que je me sente généreuse. Emma, a-t-elle dit doucement. On peut parler. Je l'ai regardée. Elle avait maigri. Elle avait des cernes. Elle ne ressemblait en rien à l'enfant chéri dont je me souvenais. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Pour l'argent, pour ce que ton père a fait. Alex me l'a dit après, quand tout a commencé à s'effondrer. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais voulu ça. Je l'ai cru. Jessica n'avait jamais réalisé le piédestal sur lequel notre famille la plaçait, mais elle n'avait jamais été cruelle. Je sais, ai-je dit. Ce n'était pas de ta faute. Es-tu heureuse? Vraiment heureuse. J'ai jeté un coup d'œil à David qui parlait à Michael. Je regardais ma mère danser avec mon oncle. Je repensais à ma vie à Toronto, à la carrière que j'avais bâtie, à la personne que j'étais devenue. Oui, dis-je. Vraiment. Tant mieux, dit Jessica. Et elle le pensait sincèrement. Nous nous sommes enlacés, brièvement et avec précaution, puis elle est retournée à sa table. Le lendemain matin, David et moi avons repris l'avion pour Toronto. Au décollage, j'ai contemplé la ville que j'avais quittée et je n'ai ressenti que de la gratitude. Gratitude que mon père ait choisi Jessica plutôt que moi, car cela m'avait obligé à me choisir moi-même. Gratitude qu'Alex ait accepté l'argent, car cela m'avait révélé sa vraie nature avant notre mariage. Gratitude pour chaque instant de souffrance qui m'avait poussé à construire une vie si pleine d'amour, de succès et de joie qu'il n'y avait plus de place pour ceux qui ne me valorisaient pas. 3 mois plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a incité à l'ouvrir. C'était de mon père. J'ai vu ta publication LinkedIn concernant l'introduction en bourse de l'entreprise. Je suis fière de toi. Je sais que je n'ai pas. J'avais tort de dire ça, mais je voulais que tu saches que je me trompais à ton sujet. Tu n'as jamais été trop faible. Tu as toujours été assez forte. Je ne le voyais tout simplement pas. Je l'ai relu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Non pas par colère, mais parce que je n'avais plus besoin de son approbation. J'avais la mienne. David et moi nous sommes mariés au printemps à Toronto, avec ma mère, Michael et Sarah à nos côtés. C'était intime, parfait, à nous. Je n'ai pas invité mon père, non par dépit, mais parce qu'il m'a appris une leçon importante sur les limites. Pardonner ne signifie pas laisser revenir les personnes toxiques dans sa vie. Cela signifie se libérer de leur emprise. Après une simple carte, je lui ai envoyé un faire-part de mariage. Pas d'invitation. Il m'a renvoyé un chèque de 50 000 $. Je l'ai encadré, je ne l'ai pas encaissé, je l'ai accroché dans mon bureau comme un rappel. Un rappel que ma valeur n'a jamais dépendu de l'argent, de l'approbation ou de l'amour de quelqu'un d'autre. C'était à moi de la définir. Et je l'ai bien définie. Parfois, tard le soir, David me trouve en train de regarder de vieilles photos. Sur mon téléphone. Des photos d'avant. Celles de moi qui souriais moins, riais plus doucement, prenais moins de place. Ça te manque? Me demandera-t-il. Ta vie d'avant. Non, je réponds toujours. Ce qui me manque, c'est celle que je croyais être.
Mais je suis contente de ne plus l'être. En vérité, mon père m'a rendu le plus grand service de ma vie en payant Alex pour qu'il me quitte. Il m'a montré que les gens que j'essayais tant de satisfaire ne m'apprécieraient jamais à ma juste valeur. Alors, j'ai cessé de leur plaire. Et j'ai commencé à construire une vie qui me rende heureuse. Une vie où je ne suis pas trop sensible, où je suis juste comme il faut, où la meilleure vengeance n'est ni la colère, ni la confrontation, ni le châtiment. C'est simplement construire quelque chose de si beau qu'ils ne peuvent plus y trouver leur place. Et j'avais construit quelque chose d'extraordinaire.